Ça, c'est un piège pour tout à l'heure. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire général du laboratoire de physique des solides. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Raphaël Granier de Cassagnac, qui est chercheur CNRS et qui travaille à l'école polytechnique et en disponibilité auprès de la société Science Siphon Game, donc Science Fun Game, Siphon, si tu ok, veux. Siphon, dont il est président fondateur. Donc, pour parler rapidement de sa carrière, c'est un physicien des particules. Il a fait sa thèse en 2000 sur l'antimatière dans le labo de physique des particules du CEA. Il a été recruté juste après au CNRS, où il a changé un peu de sujet, où il travaille sur les collisions entre ions lourds, d'abord à Brookhaven et après actuellement au CERN. Donc, typiquement, vous prenez du plomb, vous enlevez tous les électrons, vous l'envoyez à fond la caisse, à combien de GeV sur un autre plomb. Et Jeff. Tev. Oh, bon, pardon, je date un peu. Et donc, comme ça, on peut former des plasmas quarks gluons, qu'on arrête de parler des noyaux, mais tout le monde Voilà. Et le détecteur qu'il utilise, c'est un détecteur que vous connaissez, qui est CMS au laboratoire des LHC, au Large Hadron Collider. Voilà. Alors, il ne va pas parler tellement de ça, parce qu'il a développé, il a une autre activité. En particulier, il est professeur chargé de cours à l'École polytechnique sur une chaire sciences et vidéo. Et il va parler de son chemin vers ça et de ce qu'il a développé dans ce domaine. Merci. Bah, merci à vous, merci pour l'accueil. Ouais, donc je vais vous parler surtout d'un jeu vidéo. Il est sorti jeudi dernier, dans toutes les bonnes crèmeries. Et c'est l'aboutissement d'une aventure d'à peu près plus de 5 ans avec mes collègues. Donc on est à fond là. Mais avant de jouer, je vais vous parler un peu du parcours. Et puis surtout, donc on va parler en 3 temps. Les slides sont en anglais, là, le discours est en français. Je pense que c'est pas mal pour notre audience. Donc, je vais d'abord vous montrer comment les jeux et les sciences sont reliés depuis en fait le tout début. Alors, peut-être pas des sciences. Et encore, on peut se poser la question si c'est pas des jeux vidéo. Mais le début des jeux. Ensuite, je vous parlerai de la chaire, donc, que tu as déjà un peu évoqué. Puis on finira en jouant un petit peu pour vous montrer ce jeu qu'on a fait, qui est un jeu dont le but est de populariser la physique des particules vers le plus grand nombre. Donc on fait forcément des concessions sur la science. Mais il y en a quand même énormément dans le jeu. Ok, donc pour commencer, les liens qu'il y a entre les sciences et les jeux vidéo. Il y a deux concepts qui relient fondamentalement les sciences et les jeux vidéo, mais avant ça, peut-être essayons de clarifier ce qu'on entend par science et par jeu. Donc jeu, ça va être jeu vidéo, mais vous pouvez avoir dans un coin de votre tête, est-ce que ça s'applique aussi à des jeux, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de ce que vous voulez, jeux dans la cour de récré, etc. Parce qu'il y a quand même en fait, mine de rien, pas mal de points communs, mais là, je vais quand même me concentrer sur les jeux vidéo. Et par science, alors les jeux et les sciences sont reliés par deux concepts fondamentaux qui sont la technologie et l'expérience. C'est là dans cette map là, dans cette carte là que je vais me balader avec vous. Et par science, on entend. Alors non, je vais directement là. Voilà, je ne pensais pas avoir les animations, c'est pas grave. Par science, j'entends toutes les sciences, y compris des sciences donc, dont on peut se poser la question si c'est des sciences. On s'est posé la question à midi. Là, il y a même l'économie. Je vous laisse. Non, bien sûr, ce sont des sciences. Donc non, mais c'est vraiment toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales. On ne s'est pas imposé de limite dans cet exercice-là. Côté expérience, ben, l'expérience, nous faisons des expériences, on essaye des choses, on échoue, les joueurs ils font la même chose, on s'entraîne à réaliser des tâches, les joueurs ils font la même chose, donc c'est un point commun assez clair. Et côté techno, on va voir comment les jeux ont fourni des technos qui ont peut-être été utilisés par les sciences et l'inverse. On va se promener dans cette carte-là. Premier chemin que je vous invite à suivre, c'est celui-là. Comment les sciences, via la technologie, ont servi les jeux vidéo. Et tu l'as mentionné, j'ai travaillé à Brookhaven et je ne savais pas à l'époque que le premier endroit où il y a eu un jeu vidéo, en tout cas ce que l'histoire retient comme le premier endroit où il y avait un jeu vidéo, bah, c'est Brookhaven justement. Alors ils n'en font pas forcément beaucoup la pub, hein. Je bossé 10 ans là-bas sans en avoir aucune idée. Donc là on est en 1958. Ça vous embête pas les carrés là? On essaye de les enlever. On doit pouvoir les enlever si je fais... Ah, j'ai fait arrêter partage, ça c'était la faute fatale. Voilà. Là, le partage a dû revenir, on est d'accord. C'est bon là? Mais je l'ai pas moi sur mon écran, le truc là. Ah, désolé à distance, on essaie de régler ça. Moi, j'ai juste un cette réunion est enregistrée à la place du truc bleu en haut qui m'empêche d'avoir accès au menu qui est en dessous, classique. Mais je peux peut-être quand même y arriver. Voilà, plus, voilà.
Non, afficher le volet vidéo. Non, on ne veut pas afficher le volet vidéo. Masquer les commandes flottantes de la réunion. C'est pas mal ça. C'est mieux là? Non, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On est d'accord? Ah non, oui, là, c'est pas très grave. Ah, ok. Ah oui, parce que là, pour l'instant, c'est pas enregistré parce que je suis pas d'accord. C'est ça. Ok, voilà. Donc, Tennis for Two, c'est ce jeu qui est devenu Pong, que vous connaissez peut-être, avec deux raquettes et une balle entre les deux. Ça n'a pas été fait sur un ordinateur, c'était fait sur un oscilloscope en premier. Et c'était un des premiers gros oscilloscopes qu'on avait à disposition dans les labos. Et dans ces années-là, donc fin des années 50, début des années 60, on voit apparaître dans les labos qui avaient des ordinateurs. On retient souvent aussi au MIT le premier Space Invader en 61, si je ne me trompe pas. On voit que nous, physiciens, bah, dès qu'on nous donne un objet avec lequel on peut jouer, bah, on joue, quoi, en fait. Et donc, on fabrique des jeux. Et donc, les premiers jeux vidéo ont été fabriqués par nous, vous, enfin nos ancêtres. Et je pense que ça a une conséquence assez forte en fait sur la structure qu'ont eu les jeux vidéo, au moins au début. Pendant 20 ans, il y avait des jeux vidéo que dans les labos de recherche en fait. Donc les premiers jeux ont des thématiques un peu scientifiques. Donc ça, je pense qu'on est loin de ça maintenant, hein. Les jeux se sont extrêmement diversifiés, mais ça vient quand même de là. C'est pas ça. Voilà, c'est bon. Alors, sur un séminaire plus long, j'ai plein d'exemples de technologies qui ont alimenté le jeu vidéo. Je vais vous en donner quelques-unes. La 3D. Voilà, la 3D, dès qu'on a eu des modèles 3D à essayer, alors en temps réel, dans le jeu vidéo, la grosse contrainte, c'est le temps réel. Ça a été fait et on est passé des wireframes, vous voyez, comme dans Star Wars, là, quand Luke est en train d'essayer de tirer, là, donc les fils de fer, comme on dit, quoi. Des fils de fer aux polygones, ça c'est un jeu de 1992, un des premiers où toute la modélisation est faite avec des grands polygones, aux textures sur les objets, aux voxels, donc il y a des jeux où on a plus des pixels mais des voxels, donc des pixels en 3D, au shader. Un shader, c'est un objet graphique qui contient du code, qui embarque plein de code sur l'objet graphique lui-même. Donc dès que ça a été disponible, ça a été utilisé dans le jeu vidéo à plus ou moins bon escient. Les réseaux, dès que les gens ont eu accès à un réseau de communication, Internet pour ne pas le citer, et ils l'ont utilisé pour jouer, vous connaissez les jeux massivement en ligne, les jeux de rôle massivement en ligne, genre League of Legends, World of Warcraft. Le premier date de 96, souvenez-vous, 96, ceux qui étaient là, qui avaient Internet, pas grand monde. Donc dès que ça a été possible, il y a des gens qui ont élaboré des choses assez sophistiquées. Ça, c'est un jeu de 96, hein. Meridian 59, c'est un jeu de 96 où déjà les gens jouaient comme on joue aujourd'hui. 2003, l'arrivée de Second Life, par exemple. Les réseaux, tout de suite, dès qu'on a pu streamer ce qu'on faisait, il y a une notion de sport, de ce qu'on appelle le e-sport, c'est des gens qui jouent devant des spectateurs, est apparu. Et puis les jeux sociaux, dès que les réseaux sociaux sont arrivés. Donc dès que il y a une avancée dans les réseaux, ça a été utilisé directement pour le jeu vidéo. J'ai des petits messages, là, je ne vais pas m'étendre dessus, mais vous pouvez les lire. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, ce qui est un peu à la mode aujourd'hui. Donc ça, bah, pareil, dès que les appareils ont été disponibles, bah, évidemment, et puis c'est même quasiment presque la première activité, les gens ont voulu jouer dedans. Le confort s'est augmenté, hein. Aujourd'hui, on peut jouer plutôt pas mal dans des casques de réalité virtuelle. Le marché n'est pas grand parce que pas beaucoup de gens ont de casques de réalité virtuelle. Et c'est pas difficile de faire des jeux, et puis même pour nous, scientifiques, des activités en réalité virtuelle. Ça, c'est un étudiant à nous qui, en une année, en projet de recherche à l'X avec ses copains, ils étaient 4-5, ils ont fait un jeu vidéo en réalité virtuelle. L'image qui est au-dessus, c'est une image qui est tirée de son jeu. C'est faire des ricochets. Euh, Faire des ricochets, c'est sympa en réalité virtuelle, avec la manette, on a le même geste et tout. C'est une bonne idée. Et avec de la physique dedans, il y a toute la physique des ricochets. Ils sont inspirés de papiers de recherche pour faire un jeu qui fait des ricochets, ou dans lequel on fait des ricochets. Donc, voilà, encore une fois, je ne vais pas vous donner des tonnes d'exemples, mais ça commence à illustrer un peu le fait que dans les gros jeux, donc ce qu'on appelle les triple A, c'est des jeux dans lesquels on a investi beaucoup d'argent en espérant avoir beaucoup de ventes à la fin. Les concepteurs de ces jeux-là, ils sont friands de simulations qui sont inspirées potentiellement de la science. Par exemple, la météo. Si vous voulez des nuages réalistes, eh ben, ça marche comment un nuage? On a un thésard qui a fait sa thèse là-dessus, qui a bossé ensuite dans le jeu vidéo pour modéliser ça, avec toujours la contrainte de simplification pour que ça marche en temps réel, de la mécanique des fluides, des systèmes écologiques avec des plantes, des animaux, des systèmes sociaux. Donc plein de sciences peuvent être invoquées pour être mises dans des jeux vidéo. Et il y a un intérêt de l'industrie vidéoludique pour ça.
L'histoire, par exemple, hein, c'est aussi, quand on pense à... Moi, j'y reviendrai après d'ailleurs. Là en bas, c'est un autre jeu fait par des étudiants à nous sur la biodiversité où ils modélisent un système dans lequel bah, tout est dévasté au début et on essaye de recréer la vie. Les espèces sont interdépendantes et ça permet de modéliser un peu des interactions écologiques entre espèces. Donc autrement dit, c'est une mine pour faire plein de projets avec des étudiants, pour faire des conférences sur le sujet. C'est un peu ce qu'on a fait avec la chaire que je vais vous présenter juste après. Donc ça, c'est un parcours. Donc, la science produit de la technologie. La technologie peut être utilisée par les jeux. Et les jeux, souvent, peuvent même illustrer la science, des fois la démontrer ou même la stimuler. Et c'est ce chemin-là qu'on va essayer de voir maintenant. Est-ce que le chemin inverse, il existe? Est-ce qu'il a eu lieu? Est-ce que des jeux ont, par la technologie, stimulé des sciences? Euh, je pense qu'il y a un exemple qui est clair, c'est le computer graphics, l'informatique graphique, les GPU, qu'on tous utiliser des GPU aujourd'hui pour faire des calculs, je pense. Enfin, dans les labos, c'est clair. La vraie impulsion pour les GPU, c'était pas mal les jeux vidéo, les consoles en fait, c'est-à-dire d'avoir des processeurs capables de faire des calculs graphiques hyper vite. Encore une fois, la contrainte de jeu vidéo, c'est le temps réel par rapport au cinéma d'animation, par exemple, où les graphiques sont aussi beaux, plus beaux, mais vous pouvez calculer une image en autant de temps que vous voulez. Dans le jeu vidéo, il faut les calculer, pour en calculer 60 par seconde, quoi. Donc, grosse poussée, gros besoin technique du jeu vidéo. Et puis, on peut imaginer que ça a servi la science, au moins l'informatique graphique, mais même les autres sciences, puisqu'en fait, on fait plein de calculs sur des GPU aujourd'hui. Je pense qu'il y a un autre truc avec l'intelligence artificielle. Très longtemps, les jeux ont été un des défis pour l'intelligence artificielle. Ça a ouais, c'est bon. Ça commence pas. 1997, le Deep Blue bat le champion des échecs. C'était un challenge. On voulait que l'intelligence artificielle batte quelqu'un dans un jeu. Alors, pas un jeu vidéo en l'occurrence, mais dans un jeu. Et puis ça a continué, jeu plus compliqué, AlphaGo, 2016, c'est plié, c'est terminé. Et même des jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des challenges d'intelligence artificielle qui sont joués, que l'intelligence artificielle joue à un jeu vidéo et bat des humains. Donc StarCraft, c'est un jeu dans lequel un humain fait, je crois que c'est une dizaine d'opérations par seconde. Les humains, ils sont les champions de StarCraft, ils vont hyper vite. Donc vous mettez une intelligence artificielle en face qui fait le même nombre d'interactions par seconde dans le jeu. Et est-ce que l'intelligence artificielle est capable de battre l'humain ou pas? Eh ben, c'est arrivé en 2019 pour ce jeu-là précisément. Accessoirement, je pense que vous êtes friand de éventuellement publier dans Nature. On peut publier dans Nature avec des activités comme ça. Donc, quand une intelligence artificielle bat quelqu'un dans un jeu vidéo, en l'occurrence, 2019, un papier dans Nature. J'en aurai d'autres des papiers dans Nature liés aux jeux vidéo dans ce qui suit. Autre, je vous laisse ça un peu à votre sagacité, mais peut-être autre domaine dans lequel les jeux vidéo ont peut-être tiré les sciences vers le haut. Vous vous souvenez de ces objets-là, les plus anciens d'entre vous? Voilà, jeux vidéo qu'on avait quand on était petit, un seul jeu dans une seule machine, l'affichage à base de cristaux liquides. C'était les mêmes qu'on avait dans les montres. Et quand on regarde les dates, on a quand même l'impression que la montée en puissance de ces objets-là a recréé de l'intérêt des physiciens pour comprendre ce que c'était que les cristaux liquides, ce qui n'était pas encore clair à l'époque. Et donc, on peut imaginer que quelque part, De Gennes doit peut-être un tout petit peu son prix Nobel aux jeux vidéo. Alors, devant vous, je pense que vous savez que j'exagère un peu. Devant une autre audience, ça passe crème. Euh, donc voilà, donc c'est un peu cette espèce d'interaction entre les sciences et les jeux vidéo par la technologie. Pour moi, ce qui est encore plus intéressant, c'est l'autre chemin, c'est par l'expérience. Donc on va faire ce chemin-là d'abord. Est-ce que, on peut utiliser des jeux pour faire de la science en passant par l'expérience des joueurs? C'est ce qu'on appelle souvent le crowdsourcing. Et il y a deux ou trois super beaux exemples de ça. Euh, le premier, c'est Foldit. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais des biologistes plutôt ont des problèmes pour comprendre comment se plient des protéines et ça a des enjeux des enjeux dans les problèmes de santé concrets. Et ils essaient avec de l'intelligence artificielle des ordinateurs, ça marche pas. Ils se disent, bah, on va utiliser l'intelligence collective des gens pour régler le problème. Ils font un jeu, ils le proposent, il y a plein de gens qui jouent. Et une fraction de ces gens-là trouvent le bon pliage d'une première protéine, qui était un des défis du jeu. Voilà. Directement, ça résout un problème scientifique. Ils publient dans Nature. Je crois que c'est l'article de Nature qui a le plus grand nombre d'auteurs parce qu'ils ont crédité les 57 000 premiers joueurs. Donc ils nous battent, nous, au LHC, où on publie à quelques milliers.
Et donc voilà, donc utiliser l'intelligence collective à travers un jeu vidéo. Donc en fait, c'est rien d'autre que d'utiliser l'expérience des joueurs, l'expérience multiple des joueurs c'est un réseau de neurones en gros, hein, pour régler un problème, bah, ça peut marcher. Il y a eu une grande mode de ces trucs-là dans les années 2010, là par là. Il y a plein de tout le monde voulait faire du crowdsourcing. Et donc ça, c'est un autre exemple qui s'appelle Quantum Moves, où pareil, il fallait trouver la minimisation d'une fonction d'onde. Je ne me souviens plus trop des détails aujourd'hui, mais pareil, article dans Nature, ils n'ont pas crédité les 200 000 joueurs, eux. Donc il y avait de l'engouement et tout ça. Puis il y a un gars, je crois presque tout seul, là, dans Physical Review, qui a dit, mais attendez, en fait, vous avez oublié de faire une simplification toute bête. Et en fait, ce que vos joueurs sont en train de faire, ça peut se régler analytiquement hyper facilement. Donc ça, moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Faites un peu prudent quand voilà, on dit, allez, on va faire jouer les gens, ça va résoudre des tas de problèmes. C'est sympa parce qu'on fait jouer des gens et puis peut-être qu'ils apprennent des choses dans le process, mais c'est pas forcément la panacée, quoi. Et c'est d'autant plus pas la panacée qu'aujourd'hui, avec l'accélération de l'intelligence artificielle, le fait que c'est de plus en plus accessible pour tout le monde, est-ce qu'on ne peut pas se dire que tous ces problèmes-là qu'on a réglés avec notre intelligence artificielle, notre intelligence collective. Est-ce que si quelqu'un sait bien coder une IA, elle va pas plier le truc, sans jeu de mots, à notre place? Et en fait, c'est arrivé. Alors, je suis content parce que je l'avais prédit. Je disais ça, je disais pour les sciences dures, c'est mort. Il suffit de bien coder une intelligence artificielle et on arrivera à faire ce que font les joueurs en intelligence collective. Et c'est arrivé pour le pliage des protéines en 2020. Allez, encore un article dans Nature. AlphaFold, donc les mêmes qui faisaient des jeux vidéo, qui battaient les gens au Go et aux jeux vidéo, ils ont fait un programme qui permet de plier les protéines aussi bien que l'intelligence collective. Donc, je pense qu'il y a assez peu d'avenir, personnellement, pour le crowdsourcing pour des sciences dures, les nôtres, enfin, les miennes, les vôtres. En revanche, je pense qu'il y a un boulevard pour les sciences humaines. Et je vous donne un exemple, ça c'est un jeu qui s'appelle Sea Hero Quest. C'était un jeu qui était fait pour détecter des signes précurseurs de la maladie d'Alzheimer. On regarde des joueurs qui se baladent sur une carte dans la mer, ils doivent mémoriser la carte et se promener. Et puis on regarde si une perte de performance dans ce jeu-là, c'est pas un signe précurseur d'Alzheimer qu'on ne détecterait pas autrement. Et je crois que ça a plutôt bien marché. Je crois qu'ils ont encore un article dans Nature là-dedans. Ils en ont eu d'autres, c'est-à-dire que ce processus-là a démontré d'autres choses. Par exemple, que si vous êtes né à la campagne, vous avez un meilleur sens de l'orientation que si vous êtes né en ville. Alors c'est peut-être un peu intuitif, c'est-à-dire que vous grandissez dans un univers dans lequel s'orienter, c'est pas simple. Alors que si vous grandissez à New York, c'est hyper simple. Un, 2, 3, ABC, c'est hyper simple. Et il le montre ça aussi, que c'est pas pareil si tu es dans une ville carrée que si tu es dans une ville médiévale, quoi. Et donc, bon, c'était intuitif. Eux, ils le démontrent de façon statistique et passent grâce à un jeu dans lequel ils prennent des données sur des gens et ils regardent. Donc là, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire en faisant jouer des gens, en regardant leur comportement. Et ça peut être des comportements un peu cognitifs, mais ça peut aussi être des comportements sur la société, décisionnels, politiques potentiellement, etc., etc. Donc, à mon avis, gros avenir là-dessus. Pour les sciences dures, j'y crois pas trop. OK. Donc, on a vu ce passage-là, enfin le passage inverse. Maintenant, on va faire le passage de la science vers les jeux. C'est peut-être celui qui vous intéresse le plus. Est-ce que les sciences peuvent inspirer des jeux intéressants, quoi? Est-ce qu'on peut faire des jeux avec des sciences? Et vous me voyez arriver parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Alors, moi, quand j'ai commencé à vouloir faire de la vulgarisation scientifique, c'est pas vrai, j'en faisais avant, mais on m'a posé la question, si on te donne plein d'argent, qu'est-ce que tu fais en vulgarisation scientifique? Moi, ça s'est imposé que le jeu vidéo était le média que je voulais utiliser, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il n'est pas si utilisé que ça pour faire ça. Et il y a pour moi quatre très grands avantages à ça. D'abord, c'est de l'image animée, c'est-à-dire que vous pouvez représenter votre science comme vous voulez dans un jeu vidéo, fonction d'onde quantique, animée, un peu la vision d'artiste qui est en haut à droite là. C'est libre. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Ça, vous le trouvez aussi dans le cinéma d'animation, par exemple, mais c'est libre. Deuxième chose, un jeu, c'est des interactions. C'est l'interaction entre un joueur et une machine, l'interaction entre des choses sur un écran. Et donc, vous pouvez prendre une science, qui est souvent matière d'interaction, en fait, et regarder la science, regarder ce qui se passe, et dériver de ces interactions-là des mécaniques de jeu que vous pouvez mettre dans votre jeu. C'est super riche. Troisième chose, c'est un peu la citation qui est prêtée à Confucius, mais je crois que comme la plupart des citations qui sont prêtées à Confucius, elle n'est pas à Confucius. Il y a pas mal de gens qui disent qu'on apprend bien en faisant, en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes en salle de classe, là, comme vous êtes là maintenant, vous n'allez rien retenir de ce que je vous ai dit.
Vous allez oublier rapidement. Si vous lisez, peut-être c'est un peu mieux. Ça dépend des gens, je pense, hein, aussi, pas mal. Mais si vous faites, il y a de bonnes chances que vous compreniez encore mieux la matière que vous êtes en train d'étudier. Donc, médias interactifs, potentiellement gros bonus là-dessus. Et le dernier truc qui est très pragmatique, c'est que l'industrie du jeu vidéo est l'industrie du divertissement qu'on consomme le plus. Alors, l'argent ne fait pas tout, hein, bien sûr, mais le monde dépense 200 milliards de dollars par an en jeux vidéo. C'est plus que le ciné, les séries, la musique, les livres réunis même. Donc on en pense ce qu'on veut. L'humanité consomme du jeu vidéo et massivement. Tout le monde joue quasiment aujourd'hui. Quasiment. En particulier avec les jeux mobiles, mais quasiment tout le monde joue. Donc c'est un média qui potentiellement est très large et très vaste si on veut populariser la science. Donc, quatre gros avantages et assez imbattable, je pense. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les autres vulgarisations, il faut faire toutes les vulgarisations possibles et imaginables. Mais celle-là, pas mal et puis pas tant exploité que ça. Alors, je vais vous donner quelques exemples de trucs qu'on peut apprendre dans des jeux vidéo. Il y en a plein, hein, mais celui-là, je l'adore. Ça s'appelle Dragon Box. C'est un gars qui a fait ça. Et donc, vous démarrez le jeu comme ça. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que la boîte au dragon, Dragon Box, le truc rouge en bas à droite, là, soit tout seul de son côté. Et vous apprenez des règles. Par exemple, vous apprenez qu'un poisson bleu peut se disparaître avec un poisson violet, là. Donc les deux poissons qui sont en haut, là, ils vont pouvoir disparaître l'un avec l'autre. Vous avez gagné, la boîte à dragon est toute seule. Il reste de l'autre côté un poisson noir et une espèce de méduse jaune. Voilà. Ça commence comme ça le jeu. Donc vous pouvez le donner à vos enfants qui ont quoi, 4-5 ans là, non? En gros. Et vous avancez dans les niveaux, vous avancez dans les niveaux, puis vous apprenez de plus en plus de règles comme ça, qui sont toujours des petites règles logiques comme ça. Et puis à un moment, les représentations glissent, et vers la fin, vous faites ça en fait. Vous êtes en train de résoudre des équations. Les gamins de 4-5 ans sont en train de résoudre des équations. On leur a jamais appris ce que c'était X, ce que c'était même que les chiffres, même. Ils apprennent juste avec des règles symboliques. Ça, pour moi, c'est un exemple incroyable de la puissance de la représentation et du glissement qu'on peut faire pour faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer, enfin, qui sont plus difficiles à faire passer si on commence directement sur l'écran du bas, quoi. Ce jeu, il est magistral. Déployé dans des salles de classe dans les pays nordiques, pas en France, même si c'est un Français qui a fait le jeu. On va revenir dessus si ça vous intéresse. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'apprentissage direct. Vous êtes en train d'apprendre directement une compétence scientifique, en l'occurrence des maths. Il y a d'autres exemples sur la gauche, là. Vous sortez du jeu, vous avez acquis, vous savez résoudre une équation. Puis ça va assez loin en plus, hein. Euh, ouais. Alors, ils sont deux. Il y en a un qui s'appelle Patrick Marshall. Oui, il est matheux, ouais. Il se trouve qu'il sort de l'école dans laquelle j'enseigne, mais oui, oui, il est très, très scientifique en tout cas. Mais pas forcément très matheux. Enfin, je pense qu'à distance, vous avez peut-être pas entendu la question. S'il y en a d'autres, je les répéterai, mais continuons pour l'instant. Autre façon d'apprendre, ce que j'appelle l'apprentissage technique. Donc ça, c'est un jeu, Kerbal Space Program, dans lequel vous lancez des fusées. Et c'est dur. C'est dur, il y a la charge utile, il y a le carburant, votre fusée, elle est trop lourde, elle n'est pas bien équilibrée, elle verse et tout. Et donc c'est aussi dur, en fait, enfin pas aussi dur, mais c'est difficile, comme c'est difficile dans la vraie vie de lancer des fusées. Et donc, il paraît qu'il y a Alors, il y a une légende urbaine qui dit que c'est bien, si vous voulez un job dans l'industrie aéronautique, de mettre dans votre CV que vous êtes fan de Kerbal Space Program, que vous êtes super fort. Je pense que ça reste une légende. Mais ça a clairement créé des vocations, ça. Il y a clairement des gens qui ont trouvé ce jeu génial. Et c'est hallucinant, hein, parce que c'est super bien vendu. Moi, je comprends même pas comment un jeu comme ça peut si bien se vendre, parce qu'il est dur, vraiment, quoi. Enfin, mais il y a des gens qui sont là pour ça, pour passer du temps sur un jeu comme ça, s'accrocher, comprendre la difficulté d'un challenge technique, et puis apprendre une proto-compétence technique qui après est facile enfin facile peut-être pas, mais qu'on peut poursuivre dans la vraie vie et dans un vrai job, quoi. Donc ça, c'est la deuxième truc. Et puis en fait, on peut se poser la question, quand on joue, est-ce qu'on n'apprend pas toujours quelque chose en fait? Je prétends que même quand on joue à Candy Crush, on apprend quelque chose. Un exemple peut-être plus facile, Civilisation. Moi, quand j'étais ado, je jouais à un des premiers Civilisations, c'est lui là. Et je suis sûr, je le sens, que ça m'a donné une espèce de base d'histoire qui a fait que quand je suis allé en cours d'histoire derrière, j'étais vachement plus intéressé par ce qu'on me racontait. L'arbre de technologie de civilisation, c'est génial en fait pour avoir un début de compréhension de l'histoire humaine en fait. Donc,
Voilà, au moins trois façons d'apprendre assez différentes. Donc je pense que c'est assez clair qu'on peut utiliser le jeu pour apprendre des sciences. Alors une fois que j'ai fait mon parcours comme ça, c'est juste pour lancer une idée un peu en l'air. Je me suis dit, mais ok, est-ce qu'on peut pas imaginer des cercles vertueux dans lesquels bah, on parcourt cette carte-là en boucle et on trouve une science qui alimente des jeux et ça avance. Et ben c'est pas si simple en fait. Il y a eu peut-être un peu ça avec l'intelligence artificielle et et l'informatique graphique. Et donc j'ai trouvé un exemple qui est rigolo et qui va peut-être émerger bientôt. C'est les jeux dirigés par la pensée. Ça commence, enfin la pensée c'est un bien grand mot, hein. Mais ça commence à émerger. Donc là vous voyez quelqu'un, c'est avec Grenoble, je crois, un truc qui s'appelle Brain Invader, quelqu'un qui a un casque, on capte des choses sur sa tête et il est capable de jouer à Space Invader. Ça marche. Et donc on peut se dire, ben voilà, il y a la science qui produit une technologie, le casque avec le casque, donc on a un capteur, une façon d'interagir, c'est un contrôleur un peu différent de celui-là, mais c'est un contrôleur. Sur la base de ce casque, on invente des nouveaux jeux faits pour ce casque. On fait jouer plein de gens, donc on récupère l'expérience de tous ces joueurs-là. Et ce chemin-là, il n'a pas lieu encore. Et sur l'expérience de tous ces joueurs-là, eh ben, on alimente des neuroscientifiques, des gens des sciences cognitives, et peut-être qu'ils vont nous produire un meilleur casque. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de cercle virtueux comme ça. Donc voilà. Donc ça vous positionne un peu les liens qu'il y a entre les sciences et les jeux vidéo de façon assez générale. Avant qu'on joue, je vais peut-être vous dire deux mots de ce qu'on a fait donc, dans cette chaire que j'ai eu le plaisir et l'honneur de créer, qui est à l'École Polytechnique, qui a le soutien d'Ubisoft, hein. Un des messages que j'aurais pour vous, c'est si vous voulez faire un jeu, bah, vous n'avez pas assez d'argent. Euh, bon, c'est clair, ça coûte cher hein, parce qu'il faut payer pas mal de gens en fait. Il y a pas mal de compétences à mobiliser et ça a un prix. Donc c'était une chaire de mécénat financée par Ubisoft. Le point clé de cette chaire, c'était de recruter une équipe. Et cette équipe, donc c'est les métiers qu'on trouve classiquement dans le jeu vidéo. À droite, c'est le développeur. Donc je fais de droite à gauche. À droite, c'est le développeur. Ensuite, c'est la chef de projet, parce que pour faire bosser des gens qui ont des métiers différents, bah, c'est pas simple. Il faut que quelqu'un orchestre tout ça. Ensuite, c'est le graphiste. Ensuite, c'est moi, je compte pas. Ensuite, c'est le game designer. Si vous pensez que vous savez faire un jeu, vous vous trompez. Il y a des gens qui savent faire ça, qui ont appris ça à l'école. Et alors, vous pouvez l'apprendre aussi de façon autodidacte et tout ça, mais ça s'improvise pas. C'est vraiment pas une activité qui s'improvise. Donc, game designer et la personne qui est debout, Priscilla, c'est la l'UX designer. Donc, c'est la personne qui réfléchit entre eh ben, vous faites un jeu, mais il faut qu'il soit facile à prendre en main, beau, etc., etc. L'interaction entre la machine et l'homme est plaisante. Donc, c'était l'instrument principal de la chaire, c'était ça, c'est d'avoir dans un centre de recherche à résidence des pros du jeu vidéo pas forcément intéressé par les sciences d'ailleurs a priori, mais coincé, enfermé. Bon, il y a eu le Covid, on est rentré chez nous, mais enfermé dans un labo de recherche. Dans le bureau d'à côté, là, vraiment, hein, c'est ça. Alors, on a fait une thèse, c'était pas prévu au début, sur l'apprentissage l'apprentissage par la création de jeux vidéo en milieu scolaire. Ça a été soutenu l'année dernière. Je passe rapidement sur les activités, on pourra revenir si ça vous intéresse. On a fait de l'enseignement. Une des raisons d'être de la chaire, c'était d'amener des scientifiques vers l'industrie du jeu vidéo. Donc on enseigne, en ce moment encore, hein, on enseigne à des polytechniciens. Il se trouve que nos étudiants sont des polytechniciens, c'est pas de notre faute. Euh, on leur enseigne à créer des jeux vidéo et en 60 heures de cours, des étudiants peuvent créer un jeu vidéo, vraiment. On a un cours sur l'intelligence artificielle. Pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème de l'X, on a créé les liens entre une école de jeux vidéo et l'école polytechnique. Donc aujourd'hui, un polytechnicien en dernière année, il peut aller faire 100% de son temps dans une école de jeux vidéo et d'autres bricoles. Je vais vous montrer des images quand même. Voilà, ça c'est des images, alors c'est statique, hein, mais de jeux créés par nos étudiants en 60 heures de cours. Je soupçonne qu'il y en a certains qui travaillent un peu la nuit, mais je suis pas sûr. Si, je suis sûr. Donc voilà, des jeux créés en 2021, en 2022. Celui en haut à droite, en haut à gauche, pardon, hyper bien. Euh, des projets, c'était une autre chose qu'on a fait, enfin qu'on fait, qui était très important pour notre mécène et pour nous, c'est de faire des activités qui vont vers le jeu vidéo à des tas d'étudiants. Donc, on parle à peu près 15% de la promo, ça fait 70 étudiants par an. Et ils font des projets concrets là. En haut, c'est des étudiants qui ont appris à des créatures. Alors, vous dessinez une créature avec un squelette, des rotules, des muscles.
elle sait rien faire, puis vous pluguez un système d'IA là-dessus, et en bougeant dans tous les sens, elle finit par comprendre ce qui marche, ce qui l'a fait marcher. En bas, traitement des caustiques. Vous voyez ce que c'est les caustiques? C'est ce qu'on voit au fond des piscines ou à travers un verre quand on est à l'apéro. Les caustiques, traiter les caustiques en informatique graphique en temps réel, c'est un truc qu'on on fait pas, hein. C'est le dernier truc qu'on a envie de faire dans un jeu vidéo. Donc eux, ils ont bossé sur des algorithmes pour donner un semblant de réalisme à des caustiques. En bas, des étudiants qui ont travaillé sur les troubles de l'attention. C'est-à-dire de se demander si dans un jeu vidéo, est-ce qu'on peut pas apprendre des choses sur les troubles de l'attention. Tout ça, c'est des super projets il y en a plein qui ont eu des prix. Alors, Alix, hein. Il y en a qui sont allés parler en conférence. Donc ça marche. C'est une mine incroyable pour des projets. Dans n'importe quelle science, là, à gauche, c'est les codes internes des jeux vidéo. Et donc, ça représente les départements chez nous, maths appliquées, mécanique, informatique, sciences humaines et sociales, économie même, et, euh, et d'autres. Donc, je vous ai pas mis les slides des autres années, mais il y en a chaque année beaucoup. D'autres choses qu'on a fait, c'est des conférences. Alors, celle-là, c'était celle qui était en ligne pendant le Covid, mais je vais peut-être me concentrer sur la suivante, qui était en 2022, on a fait un colloque sur les liens entre le jeu vidéo et l'environnement. Donc, il y a plein de questions à se poser sur est-ce que le jeu vidéo peut promouvoir la cause environnementale? Est-ce que le jeu vidéo a un coût environnemental grave? Donc, voilà. Plusieurs études, plusieurs éléments comme ça. Il y a certaines des confs dans lesquelles il y a de la physique. Je vous ai mis le lien de la chaîne YouTube. Et puis le projet qui était un peu notre projet fil rouge et que je vais vous... 14h05, on est bien là. Que je vais vous montrer maintenant, c'est un jeu qui s'est longtemps appelé Reveal, qui aujourd'hui s'appelle autrement, qui était le point de départ de tout ça, c'est-à-dire la volonté de mettre la physique des particules, parce que c'est la science que j'ai faite au labo, dans les mains du plus grand nombre, grâce aux jeux vidéo, et donc en faisant potentiellement des concessions sur la science, hein. Pour vous donner quelques jalons, donc on avait un tout premier prototype il y a longtemps déjà, hein, fin 2018. La chaire, elle a démarré en 2019. Donc comme je vous ai montré, on avait plein d'activités en parallèle, mais on faisait le jeu vidéo en fil rouge. En 2021, on avait ce qu'on appelle une vertical slice, c'est-à-dire une tranche de jeu. Il y a tout, il y a toutes les fonctionnalités du jeu, mais on ne peut pas jouer longtemps, quoi. Et puis, on a continué à travailler et le jeu est sorti la semaine dernière. Si ça vous intéresse, je pourrais revenir sur les mécanismes qui permettent de sortir un jeu. C'est pas forcément simple, surtout quand on vient d'un labo, quoi. Le message, mais je vous l'ai déjà dit, je crois, si vous voulez faire un jeu, et en particulier un jeu un petit peu ambitieux, et c'est pas très ambitieux, hein, mais c'est un petit peu ambitieux, ça vous demande beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc c'est difficile pour nous du monde académique, quoi. Alors, le jeu, il s'appelle aujourd'hui Exographeur. Pourquoi pas Reveal? Parce que c'est un référençable sur les internets, comme on dit. Le reveal d'un jeu, c'est le moment où vous annoncez sa date de sortie. Donc le reveal de reveal, le reveal trailer, c'était un enfer. Donc on a béné notre nom auquel pourtant on tenait, on l'aimait bien, et c'est devenu Exographer, qui est un très bon nom aussi parce qu'on incarne un petit personnage qui se balade sur une exoplanète et qui est cartographe et photographe. Donc ça va. Puis c'est joli comme nom, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai appris? Alors ouais, je vais pas vous montrer les slides d'après, on va jouer, c'est plus drôle. Euh, donc là, j'ai une version du jeu dans laquelle je peux tricher. Le son, c'est bon, c'est pas trop fort. Je pense que ça va. Et donc là, pendant que vous arriviez, je vous ai amené au moment où le joueur, en prenant une photo, voilà, on n'a pas tout le son. C'est pas très grave. Donc là, vous avez vu, j'ai pris une photo, hein, vous voyez un truc. Vous savez ce que c'est, ça. Tube cathodique. Bon, il est un peu gros, hein, mais le personnage, il est à gauche, là, il est tout petit. Euh, et donc, on vient de prendre une photo, c'est celle-là, là, la photo. Alors, avant, le joueur prend d'autres photos qui lui expliquent un peu ce qu'il faut faire dans le niveau. Je vous les montre. Ça vous donne une photo qu'il faut analyser. Et donc, moi, je l'ai déjà fait le tutoriel, donc je le passe. Et alors là, c'est la première analyse, elle est hyper simple. Dans le jeu, une des mécaniques clés, c'est d'associer un truc qui est en bas, une carte, avec, nous, on l'appelle un vertex dans le jeu, on l'appelle pas un vertex, on l'appelle un point d'intérêt, qui est là. Donc là, je fais une association. Une carte, un point, c'est pas trop difficile. Et ça, c'est le truc le plus difficile qu'on a eu à gérer. En fait, la montée en difficulté pour que les joueurs ne soient pas perdus et arrivent à faire ce que je vais vous montrer après. Quand on a fait l'association, on vérifie. Ah, j'ai bon. Yes. J'ai eu peur, hein. Et donc, quand vous avez réussi, vous trouvez quelque chose, en l'occurrence l'électron. D'accord? C'est la première particule que le joueur trouve. Son but, ça va être de découvrir toutes les particules élémentaires qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à... c'est un peu sombre sur l'écran, donc vous ne le voyez pas forcément hyper bien. Mais au milieu, peut-être si je fais ça, ouais, c'est bon. Ouais. Le délai, ouais, voilà. Donc au milieu, vous savez qui c'est, le boson de Higgs, 2012.
Donc le joueur dans le jeu, c'est son but, il va découvrir toutes les particules élémentaires. Donc ça, c'était un peu notre but, de faire se balader les joueurs dans une espèce de zoologie de la physique des particules. Maintenant, comment on est arrivé à ce but-là? Avant de vous montrer comment on est arrivé à ce but-là, moi, c'est une version dans laquelle je peux tricher. Je vais vous emmener loin. Vous voyez, ça, c'est les niveaux, hein. Il y a en gros une vingtaine de niveaux. Je vais vous emmener là. Donc là, on est beaucoup plus tard dans le jeu. C'est marrant le retard. Donc là, vous voyez, un petit niveau. Donc on est sur un jeu de plateforme assez classique, hein. Ceux qui ont joué à Mario, voilà, c'est la première inspiration. Et là, je ne peux pas faire quelque chose parce qu'il me manque, vous reconnaissez la rosade qu'on avait tout à l'heure, une particule qui se trouve être le boson Z, pour ceux qui connaissent. Mécanique de jeu qu'on utilise tout le temps, on prend des photos. Donc là, je prends une photo. J'ai choisi ce niveau parce que dès le début du niveau, on a une photo de découverte. C'est la même photo que je vous ai montrée. Donc vous vous souvenez, une carte, un point d'intérêt. Donc là, on est plus loin dans le jeu. 4 cartes. Alors, 2 points d'intérêt. Pourquoi il n'y a que 2 points d'intérêt? C'est parce qu'en fait, à un moment, le joueur acquiert la possibilité d'aller zoomer dans la matière. Et donc, il va faire jusqu'à 4-5 niveaux de zoom. Comme ça, on peut aller voir des interactions de plus en plus élémentaires. Et il a toute une série d'outils qui lui permettent de faire en sorte, encore une fois, c'est d'associer les cartes qui sont en bas avec les points d'intérêt. Et donc, par exemple, là, je vois qu'il y a pas mal de photons. Donc, je peux sélectionner les photons. J'ai un outil pour faire ça. Voilà, je vois qu'il y a un truc qui s'appelle le D et le S, c'est le quark down et le quark S. Et à droite, j'ai un truc pour sélectionner les particules. Ah ouais, ça marche pas. C'est l'effet démo. Je sais pas pourquoi ça marche pas en plus. Bon, donc je vous le fais parce que moi je sais. Donc avec la règle qui est sur le côté, on peut se balader dans les particules qu'on a déjà découvertes. Donc le joueur a déjà découvert tout ça. Et donc on peut aller vérifier s'il n'y aurait pas un quark S ou un quark D dans l'image qui est ici. Et je vous dis, il n'y en a pas. Donc s'il n'y en a pas, oui. S'il n'y en a pas, c'est que cette carte-là qui n'en a pas est peut-être une des cartes qu'il y a ici. Alors, évidemment, le joueur peut se tromper, il n'y a pas de problème. S'il se trompe, il recommence. Voilà. Donc là, j'avais zoomé en haut. Maintenant, je zoome en bas. Alors, il ne faut pas vérifier, je vais le faire de mémoire. Mais si vous vérifiez, vous pouvez vérifier qu'il y a un endroit, un quark S, je crois qu'il est là. Là, il y a une petite ambiguïté. D et D, c'est un peu pareil, sauf que vous voyez, les flèches ne sont pas les mêmes. Donc vous savez, il y en a une qui a une particule, l'autre qui a une antiparticule. Ça, on l'a un peu expliqué au joueur avant. Et donc, il a des outils pour vérifier ça. Il peut savoir comment le temps passe dans l'événement. Vous l'avez vu, ouais. Et il peut mettre les flèches de Feynman, pour ceux qui savent, dans le jeu. Et donc là, ouais, l'antiparticule, elle est là. Et celui-là, il va là. Encore une fois, le joueur peut se tromper, apprendre au fur et à mesure. Dans un jeu vidéo, c'est hyper standard. Et donc là, est-ce que j'ai bon ou pas? J'ai un doute. Non, c'est bon. Donc, même mécanique que tout à l'heure, j'ai réussi une analyse. Je découvre une particule. Donc, vous voyez un peu le but. Mon but, c'était ça. C'était essayer d'amener des joueurs qui n'y connaissent rien, un peu comme tout à l'heure avec les maths, à être capables de manipuler des mini-diagrammes de Feynman. Et donc à se balader un peu dans la zoologie des particules et apprendre des choses. Alors, comment on fait pour amener des gens qui, potentiellement, si on leur montre ça dès le début, c'est mort, hein. Ils ne vont pas acheter le jeu. Même si on leur donne, ils ne vont même pas y jouer, quoi. Donc, faut tricher un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe. Et donc, il y a toute une phase de jeu, et vous avez déjà commencé à l'apercevoir. Voilà, c'est un jeu, quoi. Il n'y a pas forcément de la science, là, dans le jeu. D'accord. On prend des photos, tout ça, c'est joli. Je vais vous amener dans un autre niveau pour vous montrer T2K. Là, j'aime bien celui-là. Il ne s'appelle pas T2K dans le jeu. Donc, jeu sympa, quoi. Là, vous allez voir. Hop. Donc ça vous présente un peu le niveau. Le but du joueur, il l'apprend s'il lit un peu les textes. Hein. Je ne fais pas. C'est que voilà, ce détecteur-là, il est un peu cassé. Vous voyez, il y a des endroits où les photos... Alors, nous, on le sait, c'est des photos multiplicateurs dans la vraie vie. Il y a des endroits où c'est pété. C'est dit, hein, dans le texte. Et donc voilà, là, c'est simple de réparer. Souvent, c'est plus difficile de réparer son expérience. Mais là, il suffit de passer devant pour réparer. Super. Le Z que j'ai appris juste avant, c'est le niveau que je vous ai montré avant, c'est juste avant, il m'a permis d'acquérir un super pouvoir qui permet de faire sortir des trucs des boîtes là, comme ça. Super bien ça.
Et puis avant encore, j'ai des bottes gluoniques. Les bottes gluoniques, c'est pratique parce que ça permet de coller au quark. Hop! Vous avez vu, je m'étais collé. Je peux même marcher la tête en bas si je veux. Dès l'instant que j'ai mis mes bottes gluoniques et que pardon, fausse manœuvre, et que je suis sur les quarks. Et donc, vous voyez, le joueur passe une grande partie de son temps dans des phases vraiment purement ludiques, dans lesquelles il n'y a pas l'histoire des analyses qui sont plutôt exigeantes pour le cerveau. Et donc, on a fait des tests pour s'assurer que ça passait. Si on fait faire à des joueurs que la phase d'analyse, à moins que ce soit des dingues de science et qui kiffent ça, et donc c'est pas notre public, c'est pas les gens auxquels on veut s'adresser. Eux, ils viendront de toute façon. Ça marche pas en fait. Donc il faut mettre tout ça. Alors si on met ça et que c'est qu'un pur jeu, c'est bien, mais on peut faire un peu mieux. Et donc tout ce qu'on appelle le lore dans un jeu vidéo, c'est-à-dire tout le décor, les personnages qu'on rencontre, tout ça, est en fait inspiré aussi de la science, mais dans un mode un peu fantasmé. Cet endroit-là, dans lequel le joueur est, c'est directement inspiré d'un endroit qui se trouve au Japon, qui s'appelle Kamiokande. Une salle de contrôle déportée de cette expérience était dans le bureau à côté de mes développeurs. Et donc voilà, on s'est inspiré de ça, ça ressemble. Si vous prenez une photo de Kamiokande, une photo du jeu, il y a une similitude assez forte. C'est jaune. C'est jaune et il y a des petites boules. C'est vrai, hein, et c'est très marquant visuellement, à la fois pour les scientifiques et pour les... Et donc, on a mis plein, partout dans le jeu. Tous les endroits sont inspirés de vrais endroits de science. Vous avez vu le tube cathodique tout à l'heure, c'est pareil. Hein, les électrons, ils ont été découverts dans les tubes cathodiques. On va juste faire un peu plus gros, parce que c'était plus rigolo. Donc, voilà. Donc monde fantastique, mais derrière lequel toute l'inspiration vient de la physique des particules. Je vais arrêter de vous parler, parce que j'ai envie de jouer, là. Non, je plaisante. Quelle heure il est ? On va pas tarder à prendre des questions. Je vais vous montrer une dernière chose. Alors, non, je vais pas vous le montrer là. Il faut que j'aille tricher un peu. Il y a aussi des gens. Alors, c'est un jeu très solitaire. Le personnage, il est tout seul. C'est une expérience solo. Il ne rencontre pas grand monde. Question de budget entre nous. Mais on voulait quand même qu'il rencontre du monde. Et vous l'avez peut-être un peu aperçu, le personnage a un carnet, en anglais logbook, qui est un espèce de carnet scientifique, dans lequel des scientifiques ont écrit leurs notes d'expérience, et le joueur reproduit les expériences que les scientifiques ont fait dans le passé. Encore une fois, toutes les expériences que fait le joueur, c'est expériences qui sont inspirées de l'expérience réelle. Hein. Découverte du neutrino, c'est l'expérience de Heinz-Cowan. À la fin, la découverte du boson de Higgs, on fait les 4 modes qui ont permis au CERN de découvrir, de s'assurer que c'était bien le boson de Higgs. Tout est hyper inspiré de la science. Et donc au début, on voit je vais peut-être vous montrer. Ouais, tiens, voilà, pareil, tiens, c'est très bien, on va faire ça. Puisque vous l'avez fait en plus avec moi. Voilà, tout à l'heure, on a fait cette analyse-là, là, et vous pouvez voir qu'il y a un gars là qui a signé toutes les entrées du logbook, en anglais, logbook. Il s'appelle Tosom. Vous voyez qui c'est ou pas? Et il a écrit ça en moins 117. Alors Tosom, on voit pas qui c'est. À un moment, on le rencontre, enfin, on trouve, je passe le tutoriel, on trouve sa page personnelle qui permet de vous informer un peu sur son destin. Et donc voilà, c'est lui Tosom. Il ressemble pas beaucoup au vrai. Et donc pareil, c'est J.J. Thomson, exactement. Et donc on en croise 9. Encore une fois, il ne fallait pas trop en mettre, sinon c'est compliqué pour les joueurs. Donc vous avez peut-être vu là, voilà, il y en a 9. Tiens, je vous montre tous les noms si vous voulez. Les 9. Ça devrait marcher. Il faut peut-être que je sorte et que je revienne. Voilà, c'est eux là. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à trouver qui est qui. Et donc ils sont tous inspirés de vrais scientifiques. Et donc pareil, donc tout ça c'est des petites portes. Notre but, notre espoir, c'est que les joueurs, quand ils sont là, à un moment ils se rendent compte, il y a un truc bizarre dans ce jeu, j'ai l'impression que ça correspond à un truc réel, et qu'ils aillent ouvrir une page Wikipédia et trouver qui est qui, chose comme ça. Il y a un endroit, il y a un easter egg, il y en a 81 des noms, donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez. Voilà, on est bien là. Ouais, je vais prendre des questions. Je vais continuer à jouer un peu en répondant aux questions parce que vous montrer d'autres endroits du jeu. Merci à vous. Merci beaucoup. Qui veut commencer par une question? Personne. Bon, moi, je vais commencer par une alors. Les analyses que vous faites, ça correspond aux gens qui, je sais pas, on avait avant la chambre à bulles, donc ils voient un cliché de chambre à bulles et il faut interpréter, on voit des traces dans tous les sens, il faut dire ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça pour.
Et après, on fait le bilan d'énergie, il me manque un truc, donc il y a de l'énergie. Alors, là, je vais te répondre en deux temps. Moi, j'ai donné ma science au game designer. On a pensé à un moment à faire des trucs beaucoup plus compliqués avec des bilans d'énergie et des choses comme ça. On a estimé que ça allait être trop compliqué pour l'audience qu'on voulait mettre. Donc on avait vraiment une liste de trucs et on a passé des choses. Il y a des choses qu'on n'a pas passées. On a juste mis, tiens, allons découvrir un neutrino ensemble. Ah non, ça va être long. Tant pis. On a juste mis à un moment, quand on voit un truc comme ça avec que deux particules, bon, on se doute bien qu'il manque une particule. Donc le joueur a le droit de tourner à un e-check, energy check. Il peut checker qu'il manque de l'énergie. Et quand il manque de l'énergie, il y a une nouvelle particule qui apparaît. Donc on a mis des concepts comme ça. Mais il n'y a pas de conservation d'énergie à proprement parler. Si ce n'est que quand tu as un machin qui donne un truc qui te va à gauche, forcément il y a un truc à droite. Et puis la chaîne des désintégrations, hein, elle est correcte, c'est une particule de masse m ne peut pas donner une particule avec une masse supérieure. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Mais les images, toutes les images qu'on voit, donc il y en a 25, sont toutes très très inspirées de clichés de chambre à bulles, de clichés électroniques aujourd'hui, hein, évidemment, mais tout est complètement inspiré de vraies interactions. Il n'y a pas de faute de physique, en fait, s'il y en a une, il faut que je la corrige dans le prochain patch. Merci. C'est des joueurs qui l'ont trouvé, hein, Kevin. Moi, j'ai une question du coup, parce que c'est quoi l'ordre de grandeur du coup d'un budget pour. J'étais sûr que. T'es assis, ouais. Alors, j'estime que pour faire ce jeu-là, dans le contexte dans lequel on l'a fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas vraiment des pros au début, il faut 750 000 euros. À peu près. Donc c'est loin hein, pour des budgets. C'est moi plus de RC, je veux dire, c'est un projet. Ouais, bah si tu mets tout ton ERC dedans, ça passe. Mais il faut. Non, mais alors, en fait, du ERC, l'aventure elle a commencé avec une ERC en fait. Donc, moi j'ai eu une ERC scientifique et à la fin d'une ERC scientifique, on te propose de faire une proof of concept et 150 000 euros. Donc je recevais les mails qui me disaient tu veux pas 150 000 euros en plus? Trouve un marché sur lequel mettre ta science. Et physique des particules, j'avais pas développé de détecteur qu'on pouvait recycler pour faire autre chose, pas d'algorithme non plus. Je me suis dit vulgarisation scientifique. En fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, l'espoir de démarrer. Je l'ai pas eu le RC Proof of Concept, mais l'idée était là et puis ça a démarré comme ça. Tu peux, si tu veux faire un jeu, moi on me pose souvent la question, je dis faut pas y aller à moins de 100 000 euros, quoi. Sauf si tu as des bénévoles, tout ça évidemment, hein, mais si tu veux embaucher du monde pour faire un petit jeu, pas du tout. Il n'est pas du tout gratuit, mais c'est une excellente question. Non, il vaut 20 euros à peu près. Je fais ma promo là, c'est maintenant. Donc je reviens là. Non, il est pas du tout gratuit, mais on s'est posé la question. Il est disponible sur toutes les plateformes qui sont là. On s'est posé la question parce qu'a priori, comme on était financé, on aurait pu le mettre gratuit. Et quand tu vois ça, un jeu gratuit, c'est un jeu nul dans l'esprit des gens. Ouais, ouais, c'est comme le psy exactement. C'est-à-dire que si tu payes pas pour jouer, tu penses que c'est nul. Donc je pense qu'on aura plus de joueurs en le vendant. Il vaut 20 euros que en le vendant pas. Et donc ça, c'était il y a longtemps, hein, quand on s'est dit bon on part en logique commerciale, ce qui n'était pas forcément notre volonté au départ. Hein. Allez, à toute l'équipe et à moi. Et donc à partir du moment où tu pars en logique commerciale, t'es envahi par le démon. Et donc on continue. Donc là, on le vend et on espère faire d'autres jeux en fait derrière. On s'arrête pas là, quoi. C'est-à-dire que on a de la chance. Le premier, on a réussi à le financer sans avoir enfin, on l'a financé comme on l'a financé, quoi, grâce à la chaire en grande partie. Et donc maintenant, les revenus de celui-là et puis les subventions, tout ça, comme les devraient nous permettre d'en faire d'autres derrière. C'est le but. Et il est disponible. Donc nous, on l'a codé sur PC, donc Steam et Epic Store, et il est porté sur Switch, PS5, enfin PS et Xbox. Tout ça, c'est dispo depuis jeudi dernier. 19,99 €. Ah oui, j'ai une petite question. Donc, je crois que tu l'as mentionné, il y a avant que tu sortes le jeu, tu fais peut-être des tests avant Ouais. sur des panels, Ouais. des choses comme ça. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est super important. Donc ça, quel que soit le thème du jeu, c'est toujours hyper important de tester parce que très vite, le premier testeur, c'est toi. C'est le concepteur, tes amis, machin, tout ça. Mais très vite, tu es biaisé. Enfin, tu connais le jeu, très vite, tu n'as plus du tout le bon regard. Et donc nous, ce qu'on a fait, les tests principaux qu'on a fait, c'est sur les analyses.
C'est-à-dire, on a même fait des tests où il y avait que les analyses pour voir si l'enchaînement de découverte des outils, la montée en difficulté, tu vois, elle est correcte. On avait même embauché un de nos, il était stagiaire, et puis on l'a embauché après. C'était son truc, quoi, vraiment, de nous faire, de nous faire un indicateur, un marqueur de difficulté et de voir si la difficulté était bien progressive. Et il a fait des tests avec des vrais gens pour voir si ça passait. Et le résultat, bah, c'est que tu changes des trucs, quoi. C'est que tu te rends compte qu'un truc que tu pensais être trivial, eh ben, ça l'est pas du tout. Et il faut changer, quoi. Et l'autre, pour l'anecdote, je l'ai raconté à plusieurs endroits, un des trucs que j'avais trouvé génial, c'est que bah, Arthur, là, notre stagiaire, en test, il m'appelle, enfin, c'est symbolique, en fait, il m'envoie un truc sur Slack, quoi. Enfin, il m'appelle, il me dit, Raphaël, il y a un problème, là, j'ai des joueurs qui pensent qu'il y a une erreur dans ton analyse, quoi. Je lui dis, arrête tes conneries, machin. Je vais voir, il y avait une erreur. Et donc c'est là que tu dis, t'as gagné, en fait. C'est-à-dire que tes joueurs ont tellement assimilé le système que tu leur proposes, qui est assez complexe, pour douter du concepteur et plus d'eux-mêmes. Voilà, quand j'ai vu que j'avais fait une erreur, j'avais une flèche qui n'était pas dans le bon sens, hein, c'est aussi con que ça. Là, je me suis dit, putain, c'est bien, quoi. Ah, t'as gagné, quoi, ça passe. Le message, enfin, la micro-compétence que tu leur donnes, elle passe, en fait. Donc oui, test super important. On n'en a pas fait assez parce que ça prend du temps. C'est pas forcément très cher, mais ça prend du temps. Et si c'était à refaire, j'en ferais encore plus, ouais. Ok. Est-ce qu'il y Bon, a des questions en un, ligne un bon test aussi, entre... c'est tu sors ton jeu et tu regardes ce que les gens disent. Ça va. Bon, pas de questions en ligne, on prend une question dans la salle. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui font de la vulgarisation qui disent que c'est très difficile d'intéresser, je sais pas, des vulgarisateurs scientifiques, par exemple, sur YouTube, à des sujets difficiles? Est-ce que vous avez essayé avec ça et est-ce que ça fonctionne? Ah, attends, j'ai pas compris. Donc, par exemple, les vulgarisateurs scientifiques sur YouTube disent Ouais. que c'est difficile de choper à part Non, David des Loap. scientifiques ont du mal à leur parler de choses un peu Ah, compliquées, fonda, où il y a de la physique quantique, des choses comme ça. Et je ouais, me demandais du coup si vous étiez en contact avec des vulgarisateurs ouais, scientifiques, bah, est-ce que ça fonctionne bien et... Alors, ouais. Je suis pas sûr d'avoir saisi ta question, mais je vais quand même répondre. Donc oui, alors ben, aujourd'hui, les vulgarisateurs scientifiques genre YouTube, Twitch, TikTok même, sont des super prescripteurs en fait. Donc si tu veux, si tu mets 1 euro dans du marketing pour un truc comme ça, il faut le mettre chez les YouTubeurs, je pense, honnêtement. Et donc oui, on essaye. Il y a Y Penser, vous connaissez Bruce Benamram, il a joué au jeu avant-hier. Vous pouvez le regarder sur Twitch, il joue, il a trouvé ça génial. C'est trop cool. Euh, on a aussi Science Étonnante, vous connaissez, c'est bien, hein, Science Étonnante. Bah, en fait, David Loapre, il est directeur scientifique chez Ubisoft, on a travaillé longtemps ensemble, enfin, il suivait un peu les activités de la chaire de loin. Donc oui, on a pas mal discuté avec eux, ouais. Mais de là à les faire streamer et que ça marche, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. On va voir hein, si ça prend ou pas. Bah, il y a déjà Bruce, c'est bien, quoi. Très content. J'ai une question, je rebondis sur ça parce que tu n'as pas tellement parlé d'Ubisoft justement. Ouais. Ils ont un intérêt, voilà, parce que je pense. Mais est-ce qu'il y a comment dire, quel est leur intérêt par rapport à la science? Est-ce que ça, ils veulent vraiment développer ça parce qu'on sent qu'il y a peut-être de nouvelles générations, etc. Est-ce Donc, qu'ils ont... alors l'intérêt, c'était en 2019, hein, donc, j'ai rencontré quelqu'un chez Ubisoft qui est décédé depuis, donc c'est un peu triste, mais avec qui on a monté ce projet. L'intérêt, il y a plusieurs intérêts en fait. Ils avaient comme intérêt clé bah, d'amener des scientifiques vers l'industrie du jeu vidéo, c'est-à-dire de recruter des scientifiques, des gens qui sont forts en algorithmique, en système en général, qui sont capables d'appréhender des systèmes très complexes, parce qu'un jeu vidéo type Ubisoft, un triple A, c'est un système à la fin qui est hyper compliqué, quoi. C'est assez compliqué en interne dans la boîte de bien gérer ça. Donc eux, ils avaient un appétit pour embaucher des scientifiques, pas forcément pour faire de la science, pour faire des jeux vidéo. Ça, c'est un premier appétit. Il y avait ce que je disais aussi, c'est-à-dire d'embarquer dans les jeux un peu plus de science. Tu vois, dans un Assassin's Creed, ils font toujours ils insistent toujours sur le fait qu'ils ont bossé avec des historiens pour pas dire trop de bêtises, même si le but à la fin c'est de tuer des gens. Bah, tu tues des gens, mais dans une pyramide qui est réelle. Alors, une petite anecdote là-dessus, c'est que Assassin's Creed, ça les a rattrapés un peu, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des profs d'histoire qui utilisaient Assassin's Creed dans des cours pour montrer des choses qui sont
Dans un bouquin d'histoire, une pyramide, voilà, tu te balades dans la pyramide, c'est quand même vachement mieux, quoi. Et donc, ils se sont rendus compte de ça, et ils ont même sorti des versions d'Assassin's Creed dans lesquelles tu tues personne, ou tu te balades juste. C'est moins cher. Tu dois payer, c'est 20 balles, je crois, en gros, pour te balader. C'est 60 balles si tu veux en plus tuer des gens. Donc, tu vois, c'est un peu cette période-là où ils investissaient pas mal, hein, d'ailleurs, dans des actions comme ça, pour mettre plus de science dans les jeux, mettre des gens dans l'industrie vidéoludique, et aussi, donc, ils soutiennent complètement notre démarche de populariser les sciences via les jeux, quoi. Après, c'est une chaire de mécénat, hein, donc c'était hyper bien, on était super libre, on s'entendait super bien. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Ah, Frédéric. Le temps que les joueurs passent sur le jeu, Ouais. est-ce que s'ils passent le même temps à écouter de la vraie science, ils n'apprennent pas plus? C'est pas les mêmes personnes, je pense. Donc, je sais que il y a beaucoup de gens, si tu les mets dans un amphi à écouter des sciences, ils vont rien capter, ça va pas les intéresser, ils vont même pas rentrer dans l'amphi. Et donc, bon, idéalement, si tu veux, idéalement, ce que j'aimerais, c'est que voilà, les gens commencent avec un jeu vidéo, puis viennent dans l'amphi après, quoi. Tu vois. Et après, non, c'est vrai, pour moi, c'est pas les mêmes personnes, en fait. Une personne qui est en train d'apprendre dans un amphi, c'est pas la même personne qu'une personne qui est. Enfin, il y en a certaines, c'est les mêmes, hein, mais globalement, c'est des personnes distinctes, et donc on s'adresse pas aux mêmes personnes. Et encore une fois, idéalement, l'idée, c'est moi, c'est vraiment de lever des coins du voile, tu vois, qu'il y a des gens qui vont voir derrière le voile ce qu'il y a, et puis voilà, c'est le début d'une passion, d'un intérêt. Je crois qu'il y avait une. Ouais. Oui, j'avais juste une question, enfin une interrogation. Là, typiquement, ça va s'adresser à des gens qui ont déjà un petit intérêt pour la science ou la science en général. Est-ce que à l'avenir, vous avez peut-être une idée ou un projet pour les attirer peut-être plus tôt, dans les jeunes qui sont Plus au jeune. collège, voilà, des choses comme ça. Donc, première partie de la réponse, non, le jeu n'est pas fait pour des gens qui sont attirés par la science a priori. Je vais peut-être me planter, ça va peut-être pas marcher, hein, mais le but, c'est vraiment, on s'adresse à des joueurs, et on le voit, hein, dans les forums et tout ça. On va sur des forums de jeux. Les gens, c'est d'abord des joueurs. Ils voient ce jeu-là qui a l'air un peu original, qui a une phase bizarre et tout, et ils y vont pas du tout parce que c'est de la. Enfin, il y en a qui y vont pour de la science, mais mon but, c'est vraiment qu'ils y aillent parce que c'est un jeu d'abord, qu'ils s'amusent d'abord et que ça leur ouvre la porte vers la science. Encore une fois, il faudra faire une étude, je ne sais pas si ce sera possible à la fin, pour savoir si on a réussi notre pari ou pas. Mais l'intention, elle est claire. Ma boîte, elle s'appelle, je ne sais pas si j'ai le logo là, Siphon Games, et on a un devise, c'est Science for All, Fun Above All. Donc la science pour tous, on s'éclate avant tout. C'est vraiment ça l'idée. Cela dit, on peut sans doute aller plus loin. Et moi, j'ai eu une révélation, là, j'étais à Universcience, à la Cité des Sciences, là, tout le week-end avec le jeu, et public Cité des Sciences, donc beaucoup de familles, parents, enfants. Et je voyais les parents et les enfants, et je me disais, putain, les enfants, ils sont bons à la phase de plateforme, là. Les parents, ils sont nuls. Et les parents, ils les conseillent sur la partie plus, on va dire, savante, quoi. Et je pense qu'il y a un gros truc à faire pour aller chercher justement des enfants, à proposer des jeux clés en main familiaux, asymétriques, dans lesquels il y a des gens, c'est les parents, ils ont un rôle précis, les enfants ont un rôle précis, ils ne peuvent pas s'en sortir l'un sans l'autre. Et là, il y a un truc, quoi. Et donc là, pour aller chercher des gens encore plus jeunes. Parce que notre jeu, là, en dessous de 12 ans, c'est compliqué, il y a quand même pas mal de textes. Souvent, les enfants en dessous de 12 ans n'ont pas trop le droit de jouer, donc ils n'ont pas forcément les codes des jeux vidéo bien établis. Alors, ceux qui ont le droit, ça va, ça marche hyper bien, j'ai testé, c'est hyper bien. Mais il y en a plein qui n'ont pas le droit, quoi. Je dis pas qu'il faut qu'ils aient le droit, hein, chacun son. Oui, c'était juste sur donc pour la suite. Donc, est-ce que, je veux dire, tu as prévu de rester dans la physique Ah, ou ah, est-ce ah. que tu peux dire sur d'autres sciences? Alors, je sais pas. On va voir si ça marche ou pas. Donc aujourd'hui, je suis mis à disposition. C'est pas disponibilité, je crois. Tu as dit disponibilité au début, c'est mise à disposition. C'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que je suis payé par le CNRS pour faire ça. C'est pas mal, non? Alors, si ça vous intéresse, il faut quand même, si vous faites ça, démontrer que la société a un intérêt scientifique. Donc, je conseil de déontologie, tout ça. Bref. Mais donc, pour l'instant, c'est ça, et ça peut pas durer éternellement, bien sûr.
Donc c'est super confortable. Après, on va voir si ça marche. Honnête, je fasse attention à ce que je dis, mais bon, si ça marche, ouais, j'ai envie de continuer l'aventure. Aventure, ouais, ouais, complètement. On a un projet de jeu là qu'on est en train d'essayer de financer, non, qui est beaucoup plus large en termes scientifiques. On arrête la physique des particules, hein, c'est trop compliqué. Mais beaucoup plus large. Et donc, ouais. Ouais, hors physique, ouais. Je l'ai dit, on était à France Culture jeudi dernier avec ma chef de projet, là, la productrice du jeu, on l'a dit. Donc, ce serait un jeu dans lequel tu te balades du Big Bang à nos jours, une espèce de grande balade temporelle un peu folle, comme ça, un peu vertigineuse. Et donc, ça, c'est bien, parce que ça te permet d'aller taper des sciences assez différentes. Cosmologie, physique des particules au début, histoire des techniques à la fin, biologie, apparition de la vie, darwinisme, paléontologie, tu vois, tu peux aller taper dans plein, plein de sciences. Et puis surtout donner un vertige, c'est ce que j'adorerais, c'est réussir à faire un peu comme l'histoire de civilisation de tout à l'heure, là. On est au début, si ça intéresse des gens, si vous avez de l'argent. Ouais, 1 million. Il y avait une autre question au début, là, depuis tout à l'heure. Ouais. Oui, tout à l'heure, vous avez montré un jeu vidéo plutôt éducatif en Ouais, disant que c'était pas trop utilisé en France. ouais. Moi, je m'étais un peu intéressée quand mes enfants étaient petits il y a longtemps, mais j'avais trouvé que l'offre était extrêmement pauvre. J'ai Ouais. pas l'impression que c'est beaucoup évolué depuis. À votre avis, c'est dû à quoi, cet un peu flop du Du... plutôt logiciel éducatif? Ouais. Alors, il y a plusieurs éléments. Bon, ils ont essayé hein, de le caser à l'Éducation nationale, Dragon Box, là. Il y a plus de 10 ans, je pense que l'Éducation nationale, il y a plus de 10 ans, était vraiment pas prête à faire ça. Donc, je pense qu'il y a une question de pouvoir public d'immobilisme un peu, je dirais, sur des questions comme ça. Cela dit, et donc ça a marché dans les pays nordiques. Eux, là, ils ont développé tout un programme d'enseignement. Il y a des jeux vidéo pour apprendre les maths dans plein de classes dans les pays nordiques. Et alors, il y a deux questions. Moi, je pense que faire des jeux au niveau privé, quoi, pour que des enfants apprennent plein de choses, il faut le faire. C'est un peu ce qu'on fait, pas forcément pour des enfants petits. C'est bien. Je suis beaucoup plus sceptique sur mettre des jeux à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gamins, ils grandissent avec des jeux vidéo qui sont hyper bien, très tôt, enfin pas forcément tous, hein, mais dans la classe, il y en aura certains qui auront joué à des jeux hyper bien, et avant que l'éducation nationale, les pouvoirs publics leur proposent des jeux faits par le public, on va dire, qui soient d'une qualité correcte, voilà, je pense qu'on n'a pas. Enfin, en plus, en ce moment, avec les budgets, ce qu'on dit sur les budgets, c'est pas la peine, quoi. Et donc, je pense que si on tente cette aventure-là aujourd'hui, on va obtenir l'inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va leur proposer des jeux merdiques, pardonnez-moi de trucs. Ils vont dire, ah, il est nul ton jeu. Et en fait, on va obtenir exactement l'inverse de ce qu'on veut. Ils vont pas apprendre dans ces jeux-là, ils vont plutôt se moquer de ces jeux-là. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui serait plus important, c'est de former des gens et puis de mettre des gens dans les écoles qui connaissent des jeux qui existent dans lesquels il y a un peu de science, le mien, par exemple. Mais il y en a d'autres, hein, non, il y en a d'autres. Et donc, qu'ils soient capables de montrer à des élèves en leur disant, ah ben, mais il y a des trucs bêtes, hein, il y a de la physique, il y a un truc qui s'appelle la physique dans les jeux vidéo. C'est la gravité et la balistique, en gros, hein, et les collisions, quoi. En gros, ça va pas plus loin. Bah, rien que ça, expliquer à un jeune que bah, quand il fait sauter son Mario, il y a un calcul qui est fait, c'est une parabole, tout ça. Ce genre d'approche-là, je trouve que ce serait vachement intéressant. C'est-à-dire former des gens, à les envoyer dans les écoles et leur faire le lien entre les matières que les enfants apprennent et ce qu'il y a dans les jeux vidéo qui existent, quoi. Ça, c'est un truc, s'il y a des occasions comme ça, moi, je travaillerai très, très volontiers sur des approches comme ça. Désolé. Il y en a pas beaucoup. Mais il y en a, hein. Il y a des jeux. S'il y a une matière, par exemple, spécifique qui vous intéresse, vous me dites, et puis trouver un jeu pour des enfants, ouais, ça existe. Ils sont souvent pas bien vendus, donc ils descendent dans les shops, quoi, dans les stores, et ils sont pas très mis en avant, mais il existe des super jeux pour plein de matières différentes, quoi. Ok. Pas d'autres questions? Ni ici, ni là-bas? S'il y en a qui veulent jouer, je laisse mon ordi. Allez, allez, Frédéric. Ce jeu-là, c'est pas un jeu très créatif, je dirais, au niveau Est-ce qu'il y a des jeux qui seraient plus de créativité et en même temps une créativité qui est Ouais, ouais, ouais. Ouais, et ça marche pas mal d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un peu les bacs à sable, quoi. Minecraft, hein, qui est l'exemple un peu
un peu tarte à la crème, dans lequel la physique est pas terrible, hein. Si vous coupez un arbre, vous enlevez un bloc d'un arbre, l'arbre il reste suspendu en l'air, donc c'est pas génial, génial. Mais quand même, quand on va dans des modes un peu sophistiqués de Minecraft, on peut commencer à faire un proto-électronique, il y a des choses, quoi. Et donc oui, il y en a. C'est plus compliqué à faire, quoi, un bac à sable. Parce qu'évidemment, vous donnez toute liberté aux joueurs, c'est pas le même type de jeu, mais il y en a. Alors, enfin, ouais. Il y a Roblox aussi, qui est l'autre truc. Alors, Roblox, c'est énorme, en fait. C'est un genre de Minecraft aussi. Mais les gens proposent des univers, et donc c'est très, très créatif pour au moins les gens qui proposent. C'est très, très, très créatif. Il y en a, ouais. Il y a aussi un petit jeu qu'on a là, qui s'appelle Universe Sandbox, dans lequel on peut s'amuser à mettre n'importe quoi, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et c'est libre, donc les gens ils mettent ce qu'ils veulent, ils s'amusent, ils vont chercher des objets. C'est assez. Oui, il y en a. Il y en a. Là, on est plus en. C'est un ressort, hein, la création. Quand on fait du game design, il y a des verbes clés. Et donc, créer, c'est un ressort de game design. C'est-à-dire que quand vous faites créer un truc à un joueur, ben, il est bien. C'est une bonne activité. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans trouver, on est dans résoudre, ce genre de verbe-là, quoi. Ok. Hmm. C'est bon. Chocobond pour la chimie, et on crée des petites molécules, par exemple. Il a été Ouais, ouais, mentionné. je Ouais, l'ai il a été mentionné, mentionné. ouais, mais on va un peu plus dans la direction, prendre un truc très scientifique et créer, quoi. Il y a des molécules possibles, pas possibles, tout ça. Ah oui, on apprend qu'il y a 4 voisins pour le carbone, c'est ça. Ouais, ce genre de truc-là. Ouais. Mais nous, on avait pensé à un moment, parce que dans la physique des particules, il y a les quarks, et puis après, il y a tous les hadrons, et puis donc on construit les hadrons, on peut pas faire n'importe quoi, il faut 3 quarks ou un quark et un antiquark. On avait pensé à mettre une petite marmite pour faire des quarks, et puis on a abandonné ce gameplay-là parce qu'on n'avait pas le. On est parti sur autre chose, quoi. Mais c'était une possibilité. Ouais. Peut-être pour le DLC, on fera ça. Le DLC, c'est une extension du jeu. Mais pour ça, il faut qu'on le vende. Et pour le vendre, on a besoin de vous. We need you. Très bien. Bon, ben, merci Merci à beaucoup. vous.